À l'origine, la plupart racontent que, ils sont montés dans une cité où ils se sont mis au pied de leur immeuble parce qu'ils avaient besoin ou envie d'argent. Ils le disent, d'argent facile, acheter des vêtements de marque ou l'iPhone. C'est bon, comme tous les adolescents de la société ou la plupart des adolescents de notre société. Le mécanisme de la dette, c'est que évidemment, statistiquement, il arrive toujours un moment où ils se font interpeller par la police, puisqu'il y a des opérations très très régulières, et que le réseau va leur demander ensuite de rembourser le montant de la drogue qui a été saisie, et ça se monte très rapidement en milliers d'euros. Et donc ils vont travailler gratuitement pour rembourser. Et ensuite, ça devient un piège, parce que comme ils vont se faire interpeller à nouveau, la dette augmente, c'est presque sans fin, ou du moins s'ils arrivent à rembourser, certains adolescents racontaient que même on arrivait à des dettes fictives quand les réseaux n'arrivent plus à recruter, ils leur inventent une dette, et comme les menaces physiques sont importantes, ils se mettent à retravailler. Et petit à petit, j'en suis arrivée en les écoutant et en mettant en lien les différentes, les signes qui sont envoyés sur les organisations, les violences bien sûr, mais la pression, le mode d'hébergement, on leur prend les portables, ils sont dans des hôtels complices ou chez des nourrices qui sont complices du réseau, etc. J'en suis arrivée à me dire qu'on n'était pas face à des adolescents récidivistes, provocateurs, qui mettaient en cause l'autorité, qui ne respectaient rien de l'autorité judiciaire. On est avec des adolescents qui sont pris au piège d'un réseau de traite des êtres humains. Alors on a l'habitude de penser traite des êtres humains à propos des enfants roms qui mendient ou qui commettent des cambriolages en série dans le cadre de la traite des humains. On pense aussi traite des humains avec la prostitution, mais si on regarde bien, ces adolescents dans les trafics de stupes ont les mêmes stigmates, les mêmes manifestations que les enfants roms ou que les adolescentes prostituées, même si bien évidemment ils ne le revendiquent pas. Alors une fois que j'ai dit traite des êtres humains, ça ne veut pas dire que le problème est réglé, ça veut dire que le problème commence. Quelle politique pénale on met en place avec ce type d'organisation criminelle et qui utilise des adolescents? On ne peut pas non plus aller à l'impunité au motif qu'ils seraient victimes, parce que sinon, comme je l'ai dit, c'est un boulevard ouvert aux trafiquants qui vont dire aux adolescents allez-y donc, puisque de toute façon vous risquez rien, vous êtes victime. Et en même temps, les punir comme si c'était des actes, comme si la récidive était un acte purement volontaire de leur part, en toute impunité, c'est pas ça non plus. Il faut trouver un équilibre. Je pense que l'institution est en train de commencer à y réfléchir, puisque cette notion de traite des êtres humains, elle est récente. J'ai commencé à y mettre des mots il y a quelques mois avant de partir à la retraite. Comme je l'ai dit, c'était presque... tous les signaux se sont mis à clignoter à un moment. Je me suis dit, c'est ça, parce que sinon c'est incompréhensible. Vous avez parlé du profil des personnes, des jeunes qui rentrent dans les trafics de stupéfiants. Est-ce qu'on peut revenir sur ce profil, les caractéristiques, etc. Alors, je dis bien, je vais vous décrire les adolescents qui sont déférés devant un juge des enfants. Je n'ai pas la prétention de décrire et de parler de tous les adolescents qui sont dans les trafics. Ceux qui arrivent devant un juge des enfants, et dans mon expérience, ceux que j'ai vus, qui arrivent déférés, c'est-à-dire menottes aux mains à la suite d'une interpellation des services de police, la très grande majorité sont des adolescents qui ont été structurés, c'est-à-dire qui vivent dans une vie de famille qui tenait la route, qui ont été scolarisés. Souvent, ils étaient de bons élèves à l'école primaire et en gros 6e, 5e. Le décrochage se fait souvent en 5e, 4e. Il y a une espèce de mur de verre. C'est très compliqué. Bref, c'était des adolescents qui avaient une vie, des adolescents structurés, mais qui, dans leur route, se sont heurtés à un moment de fragilité. La fragilité, ça peut être
La déscolarisation, ça peut être le décès d'un parent, ça peut être une mise au chômage de ceux qui permettaient à la famille de vivre, ça peut être une expulsion du domicile, enfin voilà. Pourquoi je dis qu'il faut, et que j'ai toujours quasiment vu des adolescents structurés à l'origine, c'est parce qu'en fait, être embarqué dans un réseau de stupéfiants, ça demande beaucoup d'énergie et de rigueur. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est des horaires de travail, on n'imagine pas, mais c'est 10h, 5h, ou 17h, enfin 10h, 17h, ou 17h minuit, ou les derniers temps, je voyais parfois 10h minuit. C'est énorme, c'est-à-dire qu'on fait le planton, voilà, on est aux aguets en permanence, on doit être hyper réactif. Il faut tenir des livres de compte, parce que celui qui vous a fourni la drogue, il revient chercher l'argent et il veut voir que l'argent correspond à la quantité de drogue. Il faut être aux aguets en permanence, il faut surveiller, être réactif, ça demande une énergie, ça demande d'être bien structuré dans sa tête et de savoir déjà faire des comptes. Mais effectivement, dans leur parcours, il y a un moment de fragilité et c'est ce qui fait qu'ils vont basculer à un moment. Voilà, et que la famille est fragilisée elle aussi très souvent. Voilà, sur le profil dans l'entrée.